Bonjour à tous. Oups, je vais tout mettre par terre. Ça c'est... Non, c'est bon. Tout le monde m'entend bien. Donc le webinaire se présente en deux parties. Donc la première partie où je vais faire un petit rappel de la réglementation des obligations, de tout ce qui tourne autour de l'hébergement de données de santé. Et puis la deuxième partie par Stéphanie qui reviendra un petit peu sur notre solution. Donc hop, voilà. Donc ça c'est le sommaire, donc retour sur la réglementation. Quels sont les critères de choix essentiels? Quels sont les éléments à vraiment regarder en détail quand on choisit une solution d'hébergement de données de santé, de sauvegarde? Quelles sont les solutions qui sont usitées aujourd'hui? Et ensuite un petit point sur l'offre Kiwi Santé. Donc la réglementation, donc je pense que vous savez tous que on n'a pas le droit d'héberger des données de santé comme ça n'importe comment sur un serveur ou autre. Il y a une réglementation française. Après, voilà, à l'étranger, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en France, en tout cas, il y a l'ASIP et puis le ministère de la Santé qui a édité une loi Kouchner qui implique tout un tas de recommandations sur l'hébergement des données de santé et personnelles. Donc d'abord quelques petites définitions. Donc les données de santé à caractère personnel, c'est toutes données relatives à une personne physique, identifiée de manière directe ou indirecte. Donc indirecte, ça veut dire que voilà, si vous avez juste le nom, prénom, la date de naissance, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir un numéro de sécu pour que ce soit qualifié de données de santé et recueillies dans toutes les activités médicales, donc la prévention, le diagnostic et les soins. Donc voilà, ce qui était important à se retenir, c'est que même si ça peut être identifié de manière indirecte, ne serait-ce que même s'il n'y a pas le nom, mais qu'on peut retrouver la personne grâce à d'autres moyens de recoupement, ça reste des données de santé à caractère personnel et donc soumis à la réglementation. Il y a également des données de santé qui sont dites anonymisées, qui elles ne sont pas soumises à cette réglementation. Donc un hébergement de données de santé, c'est tout ce qui est stockage durable de données de santé à caractère personnel, donc correspondant à la première définition. Et dès que c'est externalisé, donc en dehors du cabinet qui a généré ces données, ça doit être réalisé par un hébergeur agréé par le ministère de la Santé, donc via la ZIP et le comité d'agrément, je ne sais plus son nom exact. Donc, ce qu'il faut retenir dans ces définitions-là, c'est stockage durable. Évidemment, tout ce qui est transfert de données en passant par un routeur, tout ce qui est temporaire, on ne rentre pas. Voilà, le routeur n'a pas besoin d'être agréé données de santé. Par contre, dès qu'on stocke les données, oui. Ensuite, voilà, le troisième point, c'est que voilà, l'hébergement de données de santé implique hébergement de données personnelles tout court. Donc, c'est soumis également à l'autorité de la CNIL, donc au respect de la loi informatique et liberté, aux déclarations de fichiers, comme tout fichier personnel. Donc ça, c'est quelque chose qui vient s'ajouter en plus de l'hébergement de données de santé. Donc il y a la notion de données personnelles qui implique que vous ayez une autorisation CNIL pour faire toutes ces choses-là. Ça, généralement, c'est le cabinet de santé, les médecins ont un formulaire à remplir pour gérer leur base de données patients. Donc, voilà, l'externalisation rentre dans ce cadre-là. Voilà pour les définitions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est là pour ça. Donc, l'agrément HDS, donc pour être hébergeur de données de santé, il y a toute une procédure à suivre. Cet agrément est délivré par l'ASIP Santé après instruction d'un dossier technique, donc il faut déclarer voilà, toutes les procédures qui sont mises en place, etc. Et cet agrément vise à garantir les droits des patients et la sécurité des données. Donc, il y a trois éléments, là j'en ai mis que deux. Le premier, c'est technique et, et financier. C'est un peu étrange puisque voilà. Le deuxième, c'est l'éthique et le droit des patients, donc ça on va y revenir. Et le troisième élément, c'est la sécurité des données pour éviter évidemment qu'elles se retrouvent dans la nature.
Donc la procédure d'agrément est assez longue puisqu'il y a une première étape de pré-analyse du dossier, ensuite il y a l'agrément par la ZIP, ensuite il y a un agrément de l'agrément par la CNIL, donc ça peut durer entre 6 mois et 1 an cet agrément-là, et c'est valable 3 ans. Le renouvellement consiste à recommencer tout depuis le début, il n'y a pas de procédure allégée pour le renouvellement. Simplement pour dire qu'il y a une nouvelle procédure qui va être mise en place, a priori en 2018 ou 2019, c'est pas encore certain, mais qui va remplacer cet agrément-là par une certification des hébergeurs, et donc avec une procédure qui sera différente, mais qui n'est pas encore publique. Donc il y a des appels à commentaires sur la procédure, mais pour à l'heure actuelle, elle n'est pas encore mise en œuvre, et on ne sait pas trop encore quelles seront les exigences. A priori, ça tournera autour de la norme ISO 27001, pardon. Donc l'idée, c'est que grosso modo, si on respecte la norme ISO 29001, on pourra être agréé hébergement de santé. L'idée étant que ça devienne plus simple, c'est pas forcément ce qui va arriver à la fin, ça on verra plus tard. Donc voilà, l'hébergement de données de santé, avant de poursuivre tout ça, on va juste définir un petit peu qui sont les différents acteurs de cette chaîne d'hébergement. Donc il y a le patient, donc ça c'est assez facile à comprendre. Le patient, c'est celui qui subit les soins et qui est concerné par les données qui sont attachées. Donc ça peut être tout type de données, hein, des données de diagnostic, des images, des radiographies, des échographies, etc., etc. Le deuxième élément important, c'est le déposant. Donc le déposant, c'est le professionnel de santé ou établissement de santé, ou éventuellement le patient, s'il a des propres données de santé à déposer. Et c'est lui qui est le producteur des données. Donc, a priori, un cabinet de radiologie va être le déposant. Le médecin qui saisit un compte-rendu diagnostic d'une simple échographie ou n'importe quoi est le déposant. Ensuite, dans le cadre de la sauvegarde, on a un certain nombre d'intermédiaires techniques, donc revendeurs intermédiaires, et l'hébergeur qui est, lui, agréé, donc l'hébergeur va être celui qui héberge physiquement les données, les serveurs, tout cette partie-là, qui va en garantir la sécurité physique, notamment par les systèmes anti-intrusion, garantir qu'il y a seulement un certain nombre de gens qui puissent accéder physiquement à ces fichiers. Et enfin, un dernier acteur qui est le médecin de l'hébergeur. Dans l'agrément, il est demandé à ce que l'hébergeur est sous un contrat a priori d'embauche, un contrat de travail ou autre type de contrat, un médecin qui est garant auprès de l'hébergeur des droits des patients. Donc le patient a le droit de demander auprès de l'hébergeur directement un accès à ces données sans passer par le déposant ou par un autre médecin. Donc ce médecin de l'hébergeur a un statut un petit peu particulier, c'est le seul qui est habilité à lire les données auprès de l'hébergeur en clair. Donc il est interdit dans la législation de crypter les données à la source, le déposant s'il crypte les données. A priori, on pourrait penser que ce ne sont plus des données de santé une fois qu'elles sont cryptées, mais ça empêche du coup le médecin de l'hébergeur de lire ces données et du coup de répondre à son obligation d'accès à ces données. Donc c'est un petit peu contradictoire, je trouve, mais voilà, c'est la réglementation qui est comme ça. Donc là, on retrouve un petit schéma des différents acteurs. Donc chaque passage d'un élément à l'autre est soumis à un contrat de service. Il est obligatoire pour tout déposant de données de santé de souscrire un contrat d'hébergement qui doit stipuler toutes les obligations et droits de chacun. Donc il y a des modèles de contrats sur le site de la ZIP. Mais il faut savoir que quand on est intermédiaire, donc comme Kiwi Santé ou comme un revendeur qui va mettre en place de la sauvegarde de santé, que toutes ces obligations, elles soient bien rendues par quelqu'un. Donc on peut déléguer une obligation à un autre acteur, mais il faut clairement que toutes les obligations soient remplies par au moins quelqu'un. Et donc il y a cette chaîne de contrats qui doit être respectée et qui doit être suffisamment claire pour que tout le monde s'y retrouve.
Alors, quelques petits éléments. Alors, c'est pas toutes les obligations, hein. Il y en a 50 pages et j'ai résumé et repris les éléments essentiels. Donc, la première obligation, c'est l'information préalable des patients. Tout dossier de patient doit être qui a vocation à être informatisé. Il faut prévenir le patient pour lui dire que voilà, il est en droit de savoir ça. Il est en droit également de s'y opposer et il doit être informé des modalités d'accès et de transmission. Donc, en gros, quand on recueille des données informatisées, le patient doit avoir une notice d'information qui lui explique comment il peut accéder à ces données et quels sont ses droits. Et il doit signer cette feuille pour autoriser cet usage de l'informatique par le médecin. Alors, il y a une feuille, une notice d'information qu'on retrouve sur le site de la ZIP, qui est voilà, il y a une seule page, c'est assez simple, et qui est un modèle de notice d'information. Donc ça, a priori, le recueil du consentement du patient est forcément à faire par le déposant. C'est lui qui a le contact direct avec le patient, et donc cette obligation-là ne peut pas incomber au revendeur ou à l'intermédiaire. Mais il faut le préciser dans le contrat de service, sinon c'est pas écrit clairement. Le deuxième obligation, c'est le droit d'accès aux données. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les modalités d'accès du patient sont soit directement par le patient auprès du déposant, donc si la personne a envie de consulter ses radios, elle peut s'adresser directement au cabinet de radiologie auprès desquels elle a fait ses radios. Elle peut désigner un médecin qui va demander un accès pour le patient, donc ça c'est le deuxième mode. Et le troisième mode, c'est directement auprès du médecin de l'hébergeur de santé. Donc ce troisième mode est un petit peu moins courant, on va dire, mais j'imagine qu'il est prévu pour les cas où le déposant n'existe plus ou qu'il y a des difficultés à répondre à ses besoins. Cette obligation est assortie d'un certain nombre c'est très très précis. En gros, il faut répondre dans les 48 heures, donc après 48 heures, entre 48 heures et 8 jours maximum. Donc voilà, cette obligation est très très bien détaillée dans la réglementation. Donc, je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit de répondre en moins de 48 heures. Excusez-moi. Donc voilà, ce droit d'accès est essentiellement à la charge du déposant, mais également de l'hébergeur de santé. Excusez-moi. Donc ensuite, on arrive à la partie sécurité des données, donc là, qui concerne un petit peu plus l'hébergement et puis les différents acteurs de la sauvegarde. Donc, il y a deux éléments essentiels, c'est de mettre en place une politique de confidentialité et de sécurité, donc qui soit partagée par l'ensemble des personnels, et la sensibilisation et la formation annuelle est obligatoire, donc il faut former les différentes équipes qui sont amenées à intervenir sur les données de santé à la sécurité. Donc la sécurité, c'est vraiment un problème, enfin un problème, une problématique globale qui touche tous les intermédiaires, tous les acteurs, du patient lui-même jusqu'à l'hébergeur, en passant par les médecins, les différents intermédiaires, les personnels qui vont mettre en place les sauvegardes, etc. etc. Donc c'est un élément vraiment essentiel de l'agrément. Donc voilà, dans les obligations, là je voulais juste revenir sur la notion de PCA-PRA, dans les obligations d'hébergement de données de santé, il y a un chapitre concernant les plans de reprise d'activité et le plan de continuité d'activité qui impose l'hébergement de la réplication des lieux distincts des données. Donc d'un côté, on oblige l'utilisation d'hébergements de santé agréés si les données sont sorties de l'entreprise, enfin du cabinet médical, et de l'autre, quand on sort les données, il faut le faire en des lieux distincts du lieu de production. Donc, c'est pas très 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 clair. Par contre, voilà, ce qu'on retient, c'est quand même que c'est une obligation de base des professionnels de santé d'assurer
la continuité de leur activité en cas de perte informatique. Donc l'externalisation est très, très fortement suggérée, dans la réglementation et heu et que ce soit de manière physique, donc soit par la sortie d'un matériel physique, ça on verra un petit peu plus tard, soit par l'externalisation informatique des données, avec, la contrainte d'avoir un hébergeur agréé santé. Donc la sauvegarde des données de santé, il y a également un document qui a été édité par l'ASIP, donc qui concerne ce point particulier-là, donc qui impose grosso modo qu'effectivement tout ce qui est externalisé doit l'être chez un hébergeur agréé santé. Il y a également toute une partie sur l'audit des solutions avec, une récurrence des analyses de risques et une récurrence des analyses des logiciels qui sont des données qui sont effectivement produites. Parce que ce qui se passe, dans la sauvegarde en général, c'est que souvent, voilà, cet audit, il est fait au départ quand on installe la sauvegarde et qu'il est rarement refait et on peut se retrouver très facilement avec, des morceaux du système d'information qui ne sont pas sauvegardés correctement ou qui n'ont pas, qui n'ont pas été recensés à un moment donné. Donc ce recensement, il est à faire, régulièrement. Donc c'est une recommandation de l'ASIP d'accompagner les professionnels pour faire ce recensement. Donc la sécurité des sauvegardes doit être au moins équivalente à la sécurité des données sources. Ça paraît évident, mais la sauvegarde, par principe, doit pouvoir permettre de remonter l'ensemble du système d'information et donc par principe aussi, contient l'ensemble des données, nécessaires à cela. Donc la sécurité des sauvegardes est au moins aussi importante que, la sécurité des données sources et souvent, voilà, quand on parle de sécurité, on oublie que, bah, que les données vont sortir sous forme de sauvegarde et c'est souvent plus simple, pour un attaquant, ou un pirate potentiel d'aller attaquer le système de sauvegarde que le système de données sources qui est plus sensible. Donc, quelques points de vigilance, autour du choix d'une solution de sauvegarde et sur l'hébergement de données de santé en général. Alors le premier point essentiel qui est recommandé dans l'hébergement HDS, c'est le chiffrage des données. Donc à la fois pendant la transmission des données, ça paraît assez évident, c'est qu'on ne va pas transmettre en clair sur internet, des données de santé, c'est assez évident dans n'importe quel type de données. Mais également le stockage doit être fait, de manière chiffrée. Donc on n'a pas le droit de stocker sur un disque dur à l'extérieur des données en clair, donc il y a une nécessité à utiliser un système de chiffrement avec, des recommandations en matière de gestion des clés de déchiffrement et des recommandations en matière d'algorithmes. Donc on n'a pas le droit d'utiliser n'importe quel algorithme fait, maison en gros. Il faut utiliser des algorithmes qui ont fait leurs preuves, par des chercheurs en cryptographie et recommandé par l'ANSSI. Donc la plupart des algorithmes courants, type, PGP, AES et compagnie sont évidemment agréés. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est le stockage doit également être crypté. Le deuxième élément, c'est la surveillance et la supervision de la sauvegarde. Voilà, qui n'a jamais eu, quelqu'un qui lui a dit: «Ah bah, je pense que ma sauvegarde marche». L'erreur dans la phrase, c'est le «je pense». Donc il faut effectivement, vérifier que cette sauvegarde fonctionne bien, qu'elle est effective avec un système de rapports de backup, des rapports de non-backup. Donc ça, Stéphanie vous en parlera un petit peu plus tard sur cet aspect-là dans notre solution. Mais c'est un élément essentiel de surveillance. Le deuxième élément essentiel, donc ça qui est une recommandation qu'on fait nous pour, tout type de sauvegarde, c'est de faire des tests de restauration. Donc c'est pour le coup aussi une recommandation de la ZIP et des tests de reprise d'activité. Il n'y a rien de pire que de faire son premier test de restauration quand on sait qu'on n'a plus les données sources parce qu'il y a eu un problème, un crash, une attaque ou autre chose. Voilà, un test de restauration, ça doit se faire de manière tranquille, sans la pression de, «Il faut vite que je remonte mes données» et
et en ayant le droit à l'erreur. Parce que évidemment, quand on n'a plus les données, c'est un peu trop tard pour se rendre compte qu'il nous manquait la configuration de telle ou telle base ou autre chose. Donc pour l'avoir fait de nombreuses fois, on se rend vite, enfin on a l'impression que la sauvegarde est complète et c'est toujours des petits détails qui font que c'est très compliqué. Donc le test de restauration, c'est quelque chose à faire au minimum une fois par an et à chaque changement d'architecture ou de système informatique. Voilà, l'autre élément essentiel, c'est l'authentification forte, donc de tous les opérateurs. Alors à la fois le médecin quand il veut accéder aux données, mais également le patient s'il veut accéder aux données, dans le cadre d'un système d'information de santé. Donc la sauvegarde, on n'est pas tout à fait dans ce cadre-là, mais l'authentification forte, c'est quelque chose qui est demandé par la réglementation. Et la définition d'une authentification forte, c'est généralement une authentification à double facteur, donc qui mélange quelque chose que je sais, donc ça, généralement c'est un mot de passe, avec quelque chose que j'ai. Donc, quelque chose que j'ai, ça peut être une petite carte qu'on a éventuellement par la banque, ça peut être mon téléphone portable sur lequel je vais recevoir un SMS, et donc le téléphone portable, il faut que je l'ai avec moi et il faut que je connaisse le mot de passe qui permettent de confirmer le système. Donc chez Kiwi Santé, on a choisi ce mode-là, donc avec une validation par téléphone comme on le fait dans les banques aujourd'hui pour la plupart des paiements internet. Il y a d'autres modèles qui est quelque chose que je sais, quelque chose que je suis. Donc là, on est plutôt dans le modèle biométrie. Donc quelque chose que je suis, en gros, c'est mon empreinte digitale avec quelque chose qui me représente, ça peut être une analyse d'iris ou des choses comme ça, en mélangeant avec quelque chose que je sais. Donc un mot de passe plus mon pouce, par exemple. On peut également imaginer quelque chose que je suis et quelque chose que j'ai. Donc ça, c'est d'autres combinaisons qui sont possibles. Voilà, l'authentification double facteur, c'est imposé par tout accès à des données de santé. Donc il y a également des recommandations sur l'application elle-même. Donc effectivement, l'application de sauvegarde doit avoir été développée en ayant en tête les notions de sécurité, donc avec des systèmes d'audit, d'analyse statique de code, suivi des recommandations au WASP. Ça c'est OWASP, c'est l'Office je ne sais plus exactement ce que veut dire l'acronyme, mais voilà. En gros, l'analyse, il préconise tout un tas d'éléments sur l'authentification, notamment sur des attaques par, par voilà, différentes recommandations sur l'écriture même du code. Donc ça concerne surtout les développeurs et l'audit de sécurité se fait plutôt à la fin et de manière récurrente. Donc quel type de solution on peut mettre en œuvre dans le cadre d'une sauvegarde de données de santé? Donc j'en ai recensé quelques-unes. Donc la première et la plus courante, dans le meilleur des cas, c'est sauvegarde sur support externe. Donc ce que j'appelle un support externe, c'est un disque dur, une clé USB si ça rentre, des disques, des DVD, d'autres éléments de ce type-là. Sauf que la réglementation impose que ces supports doivent rester au sein de l'établissement de santé, sinon on retrouve dans le cas numéro 1 d'externalisation et dans ce cas-là avec un agrément de santé de l'endroit qui héberge ces données. Cette méthode a des difficultés de réalisation parce que c'est assez compliqué de faire une sauvegarde sur un disque dur externe tous les jours, d'avoir un historique suffisamment long. Parce que tout le monde a entendu parler des Loki et des Petya qui cryptent les disques durs. Ben voilà, si le disque dur reste branché, cette sauvegarde va être cryptée également. Donc voilà, c'est pas une solution pérenne, c'est pas une solution qui assure une traçabilité, c'est pas une solution qui est facile à suivre. La plupart du temps, les données sont copiées en clair, pas cryptées. Donc là, on est clairement sur des choses qui ne respectent pas, même dans l'esprit, la réglementation. Alors, une deuxième solution, voilà, qu'on retrouve de temps en temps, qui est clairement
hors réglementation, c'est voilà, ce qu'on retrouve assez souvent chez les médecins. Les médecins, c'est une duplication au domicile. En gros, je sors mes données sur mon portable que je balade dans les transports en commun. Et j'ai une copie chez moi sur un NAS de ces données-là. Ça, c'est totalement interdit, puisque le chez-soi n'est pas un hébergement agréé santé. On retrouve également voilà, l'utilisation de solutions cloud. On va aller copier les données dans un Dropbox. Alors, l'hébergement HDS doit obligatoirement être en France. Donc, Dropbox est totalement exclu de ce genre de pratique. Évidemment, ces données sont au mieux cryptées. Donc là, si on crypte les données à la source, on peut se dire qu'il n'y a pas trop de risques, mais c'est également interdit par la réglementation. Et évidemment, voilà, faire des copies FTP sans sécurité, l'envoi par email d'une base de données, c'est des choses qu'on peut voir également. Voilà, toutes ces solutions-là ne respectent pas la réglementation et la sanction prévue, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc, on n'est pas, voilà, je ne suis pas naïf, je sais très bien qu'il y a des tas de gens qui font ce genre de choses. Voilà, nous on ne le recommande pas évidemment et c'est interdit sur notre plateforme non médicale. La sauvegarde sur support externe, donc là je crois que s'il y a un petit problème dans mon slide, c'est pas le slide. Donc le titre est faux. Donc voilà, la dernière solution, la recommandée et autorisée par le ministère de la Santé, c'est la sauvegarde externalisée dans un hébergeur HDS. Donc avec une procédure bien définie, une fiabilité, voilà, il faut un acteur de la sauvegarde, donc ça reste une sauvegarde à la base, avec l'extension de sécurité imposée par les données de santé. Donc en respectant les normes, en ayant un système de traçabilité et de surveillance. Et voilà, donc ça c'est la solution recommandée par tout le monde, par les acteurs de la santé, par le ministère de la Santé, etc., etc. Voilà, donc si vous avez des questions sur... voilà, j'ai clairement été assez rapide sur la réglementation, mais voilà. La ZIP Santé édite tout un tas de guides qui sont assez bien faits, écrits en français lisible, donc qui sont plus facilement lisibles que les textes juridiques. Mais voilà, je vous invite, si vous voulez plus d'informations là-dessus, c'est de consulter le site de la ZIP, qui est assez bien fait. Avec, voilà, j'ai mis quelques liens dans les slides, donc les slides, vous pourrez les retrouver de toute manière sur la plateforme Webikeo. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Et je vais passer la parole à Stéphanie pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que Kiwi Backup et quelle est notre activité. Merci. Me revoilà. Et bonjour à ceux avec lesquels je n'ai pas encore échangé pour le moment. Voilà, donc au niveau du timing, on est un petit peu juste. Donc si vous avez encore quelques instants à nous accorder, je vais essayer d'aller plus ou moins vite dans cette dernière partie, qui est donc davantage une présentation de Kiwi Backup. Donc nous sommes éditeurs d'une solution de sauvegarde depuis 2003, donc ça fait quand même quelques années que nous sommes sur le marché, et nous avons entrepris de proposer la solution de sauvegarde de données de santé suite à des demandes récurrentes de la part de nos partenaires, puis bien sûr pour que nos partenaires puissent se mettre en conformité, puis proposer la sauvegarde à d'autres cibles. Voilà. Et que l'on puisse également un petit peu s'élargir et puis proposer, travailler avec de nouveaux éditeurs. Voilà. Alors, je vais vous faire...
D'abord, deux éléments que je souhaite mettre en avant. Donc Sébastien a parlé tout à l'heure des particularités, puis des éléments spécifiques des données de santé, comme par exemple le cryptage des données pendant le transfert, également au niveau du stockage. Et là, je souhaitais tout simplement revenir sur deux éléments dire, principaux de notre solution classique, mais également solution de données de santé, qui sont importants. Tout à l'heure, tout d'abord, dans un premier temps, donc on a la solution qui fonctionne en incrémental octet. Donc, qu'est-ce que c'est l'incrémental octet? C'est tout simplement, donc j'ai fait un petit schéma. On a ici donc l'ordinateur ou le serveur du praticien, par exemple, ou bien de la collectivité. Donc, la première fois, donc, les données seront transférées intégralement, c'est-à-dire qu'on va faire un transfert de l'ensemble des données. Dès que ce transfert sera finalisé, pour la deuxième sauvegarde, on va faire un check au niveau de serveur pour savoir quelles sont les nouvelles données qui seraient à transférer. Ce qui fait qu'au cours de la seconde sauvegarde, on va transférer que les éléments modifiés. Voilà. C'est un élément qui est important parce qu'il permet notamment de pouvoir réduire le temps de la sauvegarde et bien sûr, du coup, l'utilisation de la bande passante, qui n'est pas toujours forcément très élevée chez les clients ou praticiens. Voilà. Autre élément qui est important, c'est la déduplication à la source. À savoir, comme il est mentionné, qu'un même fichier n'est stocké qu'une seule fois pour toute l'entreprise ou bien tout le centre de données de santé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez sur un poste un fichier, on va prendre le premier poste A, vous avez un fichier qui se trouve sur ce poste qui est sauvegardé une première fois, donc qui va être bien sûr crypté pendant le transfert. Il sera stocké sur les serveurs agréés HDS. Le deuxième poste qui souhaite sauvegarder ce même fichier, les données ne vont pas être transférées. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est sur les serveurs agréés HDS, les données sont déjà stockées, on va simplement faire le lien pour que l'utilisateur 2 puisse récupérer ces données. Donc ça permet également de gagner notamment du temps de sauvegarde et puis d'économiser la bande passante. Ensuite, donc, je vais vous parler dans ce point-là davantage des outils que nous mettons à disposition de nos clients et de nos partenaires, à savoir donc l'interface d'administration, l'interface de gestion, qui bien sûr est sécurisée via un identifiant et un mot de passe spécifique. Et lorsque l'on arrive sur cette interface d'administration qui permet donc de gérer l'ensemble des contrats et des machines du parc que l'on gère, eh ben, on a la possibilité notamment d'accéder à la salle de contrôle virtuelle. Donc cette salle de contrôle est composée de différents widgets qui permettent de visualiser d'un seul coup d'œil l'état finalement des machines que la personne supervise. Donc on a notamment des informations sur des dépassements de contrats, c'est-à-dire que chez nous, la solution fonctionne de la façon suivante. La personne souscrit un volume global, volume qui va ensuite pouvoir être dispatché auprès des différents clients, praticiens, collectivités, hôpitaux et toute autre structures qui ont besoin de sauvegarde de données de santé. Chaque structure va avoir un certain quota, qui sera bien sûr informatif, non bloquant. Donc par exemple, l'hôpital de Mulhouse va avoir un espace alloué de 20 gigas. On va enregistrer X machines qui seront sauvegardées et au bout d'un certain temps, dans la mesure où les données augmentent assez fréquemment et puis où les données augmentent, tout simplement, ces 20 gigas ne seront plus suffisants, donc les sauvegardes vont se poursuivre et l'utilisateur, le revendeur aura la possibilité d'accroître et d'augmenter le volume qui est autorisé pour son client. Voilà. Et donc, dans sa salle de contrôle, le revendeur a la possibilité de visualiser justement quels sont ces dépassements. Ensuite, les machines en alerte, donc les machines qui n'ont pas sauvegardé depuis X jours. Et sur la partie basse, on peut visualiser l'ensemble des contrats et des machines qui sont enregistrées dans son propre espace. Et ensuite, via un code couleur, on a identifié les machines qui sont à jour ou pas. Donc, par exemple, pour tout ce qui est vert, les sauvegardes sont à 0 jour, donc on est OK. Et ensuite, on a fait de manière un petit peu graduée, c'est-à-dire orange, il y a X jours de non-sauvegarde, et rouge, c'est lorsqu'on a effectivement un certain nombre de jours de non-sauvegarde, et il est important de pouvoir vraiment surveiller ces machines-là en priorité, en regardant les statistiques, en regardant les logs, pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de sauvegarde. Donc la salle de contrôle est un outil qui est vraiment très important pour l'administrateur,
parce qu'il lui permet de visualiser très rapidement où en sont les sauvegardes, comment ça se passe chez ses différents clients ou bien au sein de sa propre structure. Donc ici, vous avez une copie d'écran des créations de contrats, où on retrouve toujours ce fameux code couleur. C'est facile pour indiquer le volume qui est utilisé. Donc là, avec le petit graphique. On a également les différents éléments, comme par exemple les emails pour lorsqu'une sauvegarde se finalise, il y a un mail qui est transmis à l'administrateur et l'utilisateur pour lui indiquer si la sauvegarde s'est bien passée ou pas. Donc là, ça fait partie notamment des outils qui sont importants, qui permettent justement à l'administrateur de pouvoir suivre également ses sauvegardes, les sauvegardes de ses clients quotidiennement. Autre élément, les statistiques, c'est-à-dire de savoir sur telle machine, combien de volumes de données ont été transférés au cours de la dernière sauvegarde, quel est le volume source et le temps qu'a pris la sauvegarde. Et ça permet également de visualiser si la version de l'interface utilisateur, version du client, est bien à jour. Ensuite, il y a un autre élément qui est aussi très important, et notamment dans tout ce qui est hébergement HDS, concernant la traçabilité, c'est l'accès au log. C'est-à-dire que cette fonctionnalité d'accès au log nous permet et permet à l'administrateur de visualiser, de savoir quand est-ce qu'il y a eu un début de sauvegarde, comment s'est passée la sauvegarde, à quel moment elle s'est terminée, et éventuellement s'il y a des problèmes de connexion. C'est un outil qui est important dans le suivi des sauvegardes. En parallèle, donc, vous avez l'interface utilisateur qui se trouve sur les postes des clients et qui permet donc de faire le paramétrage de la sauvegarde. Donc, vous avez des différents menus qui sont proposés. On a par exemple sur la partie sauvegarde, on a ici les différents disques qui s'affichent et on fait simplement une sélection des dossiers à sauvegarder, éventuellement des dossiers ou extensions à exclure et l'heure de la sauvegarde. Et cette interface permet également de faire des restaurations locales. Donc restauration bien sûr, qui sont transmises au client ou à l'administrateur via un mot de passe qui est transmis par SMS pour la double authentification. Voilà. Donc c'était les différentes interfaces que je souhaitais vous présenter. Bien sûr, bon, il y en a encore d'autres, mais le but d'aujourd'hui était principalement de parler de la partie contractuelle, de vous donner des informations sur l'hébergement HDS et la sauvegarde de données HDS. Si vous souhaitez avoir des précisions, ou bien si vous souhaitez peut-être tester la solution, on peut regarder ça et puis je peux vous transmettre des éléments. Voilà. Donc j'ai essayé de faire le plus court possible compte tenu du temps. Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions? Est-ce que vous souhaiteriez des précisions ou des éclaircissements sur l'un ou l'autre point? Parmi les personnes qui nous ont déjà un petit peu, avec qui nous avons déjà un petit peu échangé tout à l'heure, éditeurs ou bien prestataires informatiques, est-ce qu'il y a des éléments peut-être que vous avez retrouvés ou est-ce qu'il y a des précisions que vous souhaiteriez avoir? Alors, est-ce que la formule en marque blanche est directement en HDS? Non, donc c'est à vous de personnaliser l'interface utilisateur. Par contre, je ne vois pas trop ce que vous voulez dire. Est-ce que c'est directement en HDS? Oui, elle sera fournie. C'est l'hébergeur qui a agréé à HDS, mais donc la solution sera effectivement disponible en marque blanche. C'est-à-dire que vous pouvez commercialiser sous votre propre nom. Ensuite, on fonctionne toujours de la façon suivante. Lorsqu'on met en place un contrat avec un partenaire, donc il y a bien sûr le bon de commande, et il y a également la partie conditions générales de vente. Donc le prestataire signe les conditions générales de vente de Kiwi, et ensuite, nous vous les transmettons au format texte pour que vous puissiez les faire suivre également à vos propres clients et praticiens. Alors, Fabrice, la différence entre Kiwi Santé et Kiwi Normal, de manière globale, au niveau des fonctionnalités, la solution est identique. Vraiment, l'élément qui est principal, c'est déjà l'agrément
le fait que ce soit hébergé sur une plateforme spécifique, c'est-à-dire que, si à l'avenir vous commercialisez la solution Kiwi Santé, Fabrice, vous aurez 2 interfaces. Vous aurez une interface, admin pour le Kiwi normal, comme vous l'avez intitulé, et une autre interface pour tout ce qui est, Kiwi Santé. Donc il y a une réglementation mélangée. Vous aurez 2 interfaces bien distinctes parce qu'on ne peut pas, mélanger automatiquement les interfaces. Donc vous aurez bien 2 interfaces d'administration avec 2 identifiants mots de passe qui seront, vraiment bien distincts. Et donc après, la différence se fait principalement au niveau de l'hébergement, qui est agréé, donc HDS. Donc pour précision, nous travaillons sur notre solution classique avec, OVH, et donc les données HDS seront également hébergées chez OVH, notamment sur Strasbourg, parce qu'il y a l'ensemble des sites, OVH ne sont pas agréés, pour l'hébergement HDS, mais Strasbourg l'est, donc on va prendre des serveurs à Strasbourg. Donc effectivement, l'ensemble des clients, qui, devront effectivement être en HDS, devront être enregistrés sur la nouvelle plateforme. D'accord, merci Didier, oui. D'accord, merci pour votre participation. Alors je vais juste remonter un petit peu, voir si j'ai pas loupé des questions. Voilà, donc d'un point de vue tarification, effectivement, il va y avoir une différence, dans la mesure où l'hébergement HDS est quand même, particulier et spécifique. Ce sont des éléments qui seront communiqués ultérieurement, bien sûr en fonction des besoins, à savoir que nous fonctionnons toujours sous forme de paliers évolutifs. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions éventuellement? Kiwi Santé est-il déjà disponible? Pour le moment, non. Les développeurs travaillent ardument sur la suite. Donc pour l'instant, non, effectivement, c'est pas encore accessible directement. Enfin, c'est pas encore accessible, mais ça sera dans les prochaines semaines. Voilà, donc là, vous avez plus ou moins eu un petit peu en exclusivité les premières copies d'écran, qui, pour l'instant, il n'y a pas encore, non. Il y a encore des ajustements à faire. Je ne sais pas si vous avez encore des questions éventuellement? Je vous invite également, à nous noter, à nous faire part de vos suggestions, si vous souhaitez que l'on aborde l'un ou l'autre thème, peut-être pour les prochains webinars. Ensuite, moi, je suis bien sûr à votre disposition, soit par mail, soit par téléphone, pour qu'on puisse discuter, de manière un petit peu plus assidue sur, l'un ou l'autre de vos projets. Et puis après, je suis bien sûr à votre disposition pour vous accompagner dans les mises en place et pour parler un petit peu de la solution HDS. Oui, d'accord, Fabrice. Là, nous communiquerons très largement sur vraiment la mise en ligne et la mise à disposition de la solution. Nous serons présents la semaine prochaine au salon SIT, donc il y aura lieu du mardi au jeudi. N'hésitez pas éventuellement, si vous êtes peut-être en région parisienne, si vous avez peut-être prévu déjà de vous y rendre, à venir nous rencontrer, pour que nous puissions discuter de votre projet, puis de manière un petit peu plus approfondie. Là, je vous propose donc de clore la présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous, pour que l'on puisse discuter ensemble au cas par cas, entre guillemets. Et puis je suis à votre disposition par mail et par téléphone. Merci à vous pour votre participation et à bientôt.